On va dire bienvenue à cet événement du coup TinyClose, Braze et GCP. Pour introduire du coup cet événement, je vais déjà me présenter. Moi, je m'appelle Grégoire, je m'occupe des partenariats côté TinyClose. Et en fait, on a observé en lançant les partenariats TinyClose, il y a eu pas mal de changements en fait ces dernières années. En 2019, on a lancé la Team Partnership. En fait, on a fait le pari de pouvoir s'associer avec des gros software vendors qui étaient Adobe, Salesforce, Oracle, et on s'est un peu cassé les dents. On n'a pas forcément réussi à construire des partenariats solides. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé en 2021. Il y a deux choses même. TinyClose a migré sur GCP, sur Google Cloud. Et en fait, on s'est aperçu en discutant avec nos clients qu'il y avait aussi une tendance marché qui était que de plus en plus, nos clients, qui sont des Samsung, des LVMH, Fnac Darty, en fait, migraient vers des data cloud en tant que data warehouse. Et en fait, imaginez une architecture data avec des use cases custom, mais également des solutions best of breed, comme Braze. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir discuter de cette architecture qu'offrent les data cloud, donc avec Johan Picard de Google Cloud. Pour prendre ton titre exact. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Je fais de la data chez Google Cloud. Bon. Vincent côté Braze et Mike, CTO TinyClose. Ok. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Johan sur qu'est-ce que c'est un data cloud. Ouais, bah commençons par ça. Il marche ou pas? Ouais, pas sûr. Je suis pas sûr. Après, ça porte, hein, mais. Ouais, on fait comme ça. Ok. Donc déjà, ouais, qu'est-ce qu'un data cloud? Déjà, qu'est-ce qu'un cloud? Le mot peut être un peu galvaudé des fois. Un cloud, ça peut être à la fois une solution, comme tu l'as mentionné, une grosse solution logicielle, par exemple comme Salesforce, qui est vue comme... Oui, je peux, mais ça ne change rien. Si. Regarde. Allez, regarde. C'est vrai, non, mais c'est pour la vidéo. Okay, donc ça peut être soit une solution ponctuelle qui tourne sur le cloud, comme Salesforce, ou ça peut être un sujet éminemment IT, qui ne vous concerne pas forcément vous directement, mais qui est finalement une entreprise spécialisée qui va louer un bout de ses data centers à une autre entreprise. Sous la forme de machines virtuelles, sous la forme de différents services d'infrastructure, à destination finalement de n'importe quoi au niveau de l'IT. Et donc pour différencier ce type de cloud-là d'un data cloud, je vais prendre l'exemple de Google. Google Cloud est un cloud provider. On fait ça aussi. On loue des bouts de data center Google à des entreprises. On en a mentionné quelques-unes, mais en vrai aujourd'hui on est très largement présent sur le marché français dans tous les domaines, toutes les industries. On va louer nos data centers à différentes entreprises pour qu'ils puissent installer ce qu'ils veulent dessus, d'accord, n'importe quel logiciel, n'importe quelle solution. Donc on fait beaucoup ça. Mais en plus de faire ça, on est aussi un éditeur de solutions data. D'accord ? Vous n'êtes pas à savoir que Google fait de la data son métier même, c'est pas juste un nice to have, hein, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Et que pour réussir à faire ça, on a développé en interne beaucoup de solutions data, de produits data, de plateformes data pour répondre à notre propre besoin. Et c'est ces produits-là qu'aujourd'hui, on va louer aux entreprises, d'accord, sous la forme de services, clés en main, pour qu'ils puissent à leur tour finalement être autonomes dans la création de valeur à partir de leur data, sans avoir à faire tout ce qu'on doit faire d'habitude, à savoir gérer l'infrastructure, la scalabilité, le réseau. Tout ça est géré automatiquement par les services qui vont passer à l'échelle tout seuls et qui vont finalement être le plus clé en main et le plus facile à utiliser possible. Et c'est ça finalement un data cloud. C'est une plateforme qui propose des services data qui sont autogérés, chez nous on appelle ça serverless même, qui invisibilisent totalement la complexité qui va derrière et qui sont juste à destination des utilisateurs. Ce qui a d'ailleurs deux avantages. Le premier, ça aide les gens de l'IT à gagner du temps, à ne plus avoir à faire de la mine et commencer à libérer du temps finalement pour aider les business que vous représentez en partie. Ça peut aussi aider les business à gagner en autonomie et à être moins dépendants d'eux finalement quand on a envie de faire un cas d'usage. Super. Et Mike, peut-être, est-ce que tu peux nous donner toi ton ressenti en tant que CTO de TinyClose? TinyClose, pour ceux qui ne connaissent pas, on récupère de la donnée first party de nos clients et on traite de l'intelligence artificielle dessus. Donc, qu'est-ce que ça change, toi, en tant que CTO? Merci. Donc, nous, on est une boîte qui récupère beaucoup de données de tous nos clients. Donc, dans le monde pré-data cloud, on allait voir nos clients, on leur disait voilà, j'ai besoin de ta table d'achat. Donc, on va créer un data pipeline pour mettre ça en place. Donc, c'est un bout de logiciel qui va m'envoyer tous les jours. Et puis, une fois de manière historique, toutes les données des tables d'achat, et on fait ça sur plein de choses. À chaque fois qu'on fait ça, les data pipelines, c'est comme de la plomberie. De temps en temps, ça pète, il y a une fuite, et il faut réparer la fuite, et c'est assez time consuming. Donc non seulement on passe du temps à discuter avec nos clients
de mettre en place ces choses-là et ensuite on passe du temps à les maintenir. Dans un monde d'un data cloud, en fait, moi, en tant que client du data cloud, je veux juste faire une query sur les données. Je veux que les données elles soient là magiquement. Je n'ai pas besoin de m'occuper de réfléchir comment je vais les copier, être sûr qu'elles sont toujours à jour, être sûr que j'ai pas eu un trou un jour parce que on a oublié de me les envoyer, etc. Je veux juste faire la query. Donne-moi la liste des 100 achats dans les 30 derniers jours. Et la deuxième, donc ça c'est vraiment sur la donnée qui est présente. La deuxième chose, c'est que une fois que j'avais mis en place ces choses-là, j'avais beaucoup d'itérations avec mes clients sur ah bah non, cette colonne il manque telle information, le format de date il ne me convient pas. Donc il y avait beaucoup de temps qui était passé à attends, je t'envoie quelque chose, dis-moi si ça va. Oui, alors je vais passer tu vas me l'envoyer dans 2 heures, je vais regarder ensuite. Je suis au milieu de quelque chose d'autre, donc je vais passer dans 2 heures, je vais regarder, je vais dire ah bah non, il manque ça, tu vas me le renvoyer. Il y avait beaucoup de temps élapse, du temps entre le moment où on commence à travailler dessus et le moment où je suis prêt. Dans un monde de data cloud, la donnée elle est là, elle est accessible, serverless, comme le disait Johan. Bien joué. Dans votre petite histoire, tout le monde n'y arrive pas avec mon nom. Merci. Je me suis tourné la langue 2 fois avant de le dire. Et en fait, j'aimerais juste voir la donnée, regarder ensemble et dire bon ben voilà, il y a ce que j'ai besoin, c'est bon, on y va. Voilà. C'est les 2 gros avantages. Je passe pas de temps à setuper des réplications de données. Et petit 2, le processus itératif qui me permet de dire c'est bon, on a la donnée qu'on veut, il est beaucoup moins long parce qu'on regarde ensemble la source de vérité, source of truth. Ouais, et d'ailleurs, TinyClou l'utilise, mais c'est pas réservé qu'aux entreprises digital natives, on va dire, entreprises à la pointe finalement. Ces plateformes auto-gérées, serverless, auto-scalables, auto-accessibles, etc. C'est pas forcément Star Wars. Et des grands noms industriels français ou dans le retail français, tous les retailers en France aujourd'hui quasiment utilisent BigQuery notamment, qui est une des solutions sur GCP pour faire ça, comme le data warehouse principal. Toutes les entreprises traditionnelles en France, dans le retail notamment, mais aussi dans le manufacturing, dans les telcos, on commence à avoir des banques aussi qui s'y intéressent. Donc c'est vraiment pas réservé finalement à un domaine spécifique. Et quasiment aujourd'hui tout le monde voit ça comme un nouveau standard finalement, où la ligne fatalité, la valeur est trop, on va dire, pour qu'ils se permettent de ne pas le faire. Super. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir parler de use case CRM. Et généralement, quand il y a une réflexion autour de Data Cloud, en fait, les réflexions sur les customer data platform, les CDP arrivent assez rapidement. Et du coup, je vais passer la parole à Mike sur, en fait, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, pour toi, ce que c'est une CDP? Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le marché de la CDP venant d'un peu partout. Mais grosso modo, le consensus, c'est qu'il y a 3 grosses fonctions minimum dans une CDP. La première, c'est tout ce qui est data collection, la capacité de collecter de la donnée de diverses sources de manière un peu standardisée. Donc, tout à l'heure, on parlait de setuper ces data pipelines. Finalement, ça a aidé à industrialiser la création de ces tuyaux de données de manière config plutôt que du code à chaque fois. La deuxième chose, c'est l'identity resolution, c'est la capacité de dire je vais collecter des informations de plusieurs sources différentes et arriver à dire on parle bien de la même personne. Et la troisième chose, c'est les intégrations avec des channels, avec des channels d'activation, donc la distribution des audiences sur un tas de partenaires marketing souvent. Ok, donc data collection, identity resolution et marketing activation. Super clair. D'ailleurs, sur ce point-là, je me permets, on parle beaucoup de marketing, et c'est normal, c'est un peu l'ambiance. J'aimerais juste quand même préciser que les data cloud ne se limitent pas au marketing, mais finalement c'est au service du marketing. Je m'explique. Ces data cloud, vu qu'ils sont plus simples à administrer, ils permettent aujourd'hui de redonner un peu l'ownership, on va dire, dans les différents métiers, d'accord, et de faire des approches qu'on appelle data domain. Pour s'en rentrer dans la théorie de la chose, l'idée c'est de rendre possible pour les différents domaines d'exploiter la donnée au mieux à leur propre usage. Et c'est criant dans le marketing. On va vous parler de segmentation, de ciblage, etc. Vous êtes bien au fait de ces cas d'usage-là, mais même, par exemple, chez un retailer ou un industriel, l'optimisation de la supply chain, il y a beaucoup à faire, l'optimisation de l'assortiment, l'optimisation, je sais pas moi, du planning des employés. Enfin, dans toutes les industries partout, l'IA et la data peuvent être énormément impactantes. Et ces data cloud, aujourd'hui, la différence principale finalement avec une CDP, c'est que ce n'est pas un silo. Ils ne traitent pas un sujet client en isolation, mais ils traitent toute la data d'entreprise, d'accord, de façon interopérable. Donc,
ça c'est pour l'ouverture d'esprit, mais au-delà de ça, ça va ensuite venir réalimenter le domaine client finalement. Parce que typiquement, si je fais une recommandation de produit à un client, parce que je connais bien ce client-là, c'est bien, mais si je ne l'ai pas en stock, comment je fais? Donc il me faut la donnée de stock. De la même façon, si je veux par exemple analyser mes ventes, j'aurais besoin de la donnée offline et online. La donnée offline ne vient pas des systèmes digitaux qu'on peut alimenter dans une CDP nativement. Donc finalement, avoir tout le périmètre de d'une entreprise qui est sur un data cloud, ça permet certes de faire autre chose que du customer, mais ça vient aussi et surtout alimenter le domaine client, de faire des cas d'usage clients qui sont beaucoup plus ancrés dans le réel, qui sont beaucoup plus finalement opérationnalisables. Et pour rentrer peut-être du coup dans un cas d'usage de Customer Engagement, Vincent, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement ce qu'est Braze et puis surtout comment Braze s'intègre dans un écosystème data cloud? Oui, parfaitement. Donc, Braze, comme c'est écrit, c'est une plateforme d'engagement client. Et donc, on va s'occuper, nous, une fois qu'on a décidé du message, on va s'occuper de distribuer ce message-là sur les différents canaux et l'envoyer au bon moment. Et donc, en fait, si on reprend, là, je prends un autre prisme qu'on a l'habitude d'entendre, engagement client, mais là, on va partir plus d'un point de vue produit. Et par exemple, on va prendre un data domain qui serait par exemple un inventory, et on va se dire, il y a un produit qui revient en stock. Et bien là, on va être en capacité de déclencher des informations et des parcours clients liés à ce retour en stock de produits. Et je peux prendre un petit exemple pour en parler, un exemple qui va être un peu personnel. Il y a eu une pénurie sur les micro-composants en ce moment, tout le monde doit le savoir, et donc ceux qui sont un peu joueurs ont dû se rendre compte qu'avoir une PS5 ou autre outil, on va dire, de jeux vidéo était ultra compliqué ces derniers temps. Et pour autant, moi je suis un consommateur bien éduqué, j'ai l'endroit où j'achète mes jeux vidéo et mes consoles tout le temps au même endroit. Je voulais avoir cette PS5, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce produit à ma wishlist, avoir des retours, une alerte dès que le produit sera de retour en stock. Et ce qui s'est passé, c'est que bien souvent, il y a très peu de produits, et donc à partir du moment où les produits arrivent sur le site, les produits sont déjà vendus quand le marketeur est en capacité en fait, d'envoyer la campagne au client. Et ça, c'est un problème qui est assez déceptif, et le fait qu'on n'ait pas cette connexion directe native avec un inventory en direct qui alerterait Braze et la plateforme d'engagement client, et ben c'est ce qui permettrait de résoudre vraiment cette problématique, et donc qui éviterait d'avoir une frustration des clients. Parce que là, globalement, un client, une fois qu'il loupe la première vente, qu'il loupe la deuxième vente alors qu'il y a eu des retours en stock parce que la marque ne l'engage pas, ben ça va être un côté déceptif, il va aller voir ailleurs en fait. Ça c'est un bon point d'ailleurs, j'interromps ta question. Mais c'est un bon point aussi en ce que finalement les data cloud vont permettre aussi de faire de plus en plus de temps réel, ce qui est technologiquement compliqué avant. C'est pas forcément, déjà fonctionnellement c'est compliqué de définir ce qu'est le temps réel pour mon entreprise. Il y en a pour qui ça veut dire toutes les heures, d'autres toutes les millisecondes, d'accord. Donc en fonction du business, fonctionnellement il y a déjà un problème, mais technologiquement rendre possible le temps réel à l'échelle. Aujourd'hui par exemple les retailers aimeraient avoir la donnée des transactions, des systèmes de caisse en temps réel. Je bip à la caisse et instantanément on le voit dans le reporting et pour l'activation, etc. C'est aujourd'hui très très difficile à faire en fait. Bon, il y a plein de parties mouvantes, mais notamment avoir un data cloud, ça permet de faciliter le temps réel parce qu'on a des outils qui font ça tout seul, qui ont été créés d'abord pour nous, on fait beaucoup de temps réel chez Google, et quand on les met à disposition, ça permet aux gens finalement d'au moins enlever cette brique de complexité technologique. Il en reste une, elle n'est pas neutre sur la fonctionnelle, mais voilà, c'est un des avantages du data cloud. Et du coup, Johan, sur la partie implémentation, parce que c'est différents domaines, dans le temps, ça se fait comment? Parce que comment on priorise finalement? Est-ce qu'on démarre par le customer, l'inventory? Ça dépend un peu des use cases qu'on souhaite mettre en avant. Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent cette question-là. Aller vers un data cloud, je pense que c'est plus un sujet, que ce soit nous ou un autre. Enfin, c'est fait. Enfin, en tout cas, c'est en train d'être fait, donc ça, c'est acquis. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on priorise avec ce data cloud-là? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui essaient de s'organiser en data mesh. Est-ce que vous avez entendu ce gros mot récemment? Ouais. Donc c'est la capacité justement de s'organiser en data domain qui ont l'ownership de la donnée, de sa création jusqu'à finalement son exposition en passant par toutes les phases de cette donnée-là pour créer des data products, etc. Il y a toute une théorie autour de ça qui résonne beaucoup aujourd'hui. Et donc les gens sont en train justement de se mettre dans cette approche. Je vais faire mon domaine client, mon domaine supply, mon domaine risque, mon domaine produit, mon domaine magasin, n'importe, et donner l'ownership à différentes entités au sein de mon entreprise de cette donnée-là, etc. D'accord? Et donc ça, typiquement, c'est comme ça qu'on organise chez Google aussi. Chaque domaine est absolument indépendant, que ce soit YouTube, Search, Cloud, Workspace, etc. sont des domaines indépendants qui vont gérer leurs propres données. Et de plus en plus de gens, finalement, vont vers cette cible-là. Désolé pour l'introduction, mais ta question, c'était comment, finalement, on priorise le domaine sur lequel commencer. Très souvent, on va commencer avec le domaine client. Bon,
ça tombe bien ici. Pourquoi? Parce que la donnée, elle est déjà là, elle est déjà en général de qualité, c'est celle qu'on a priorisée historiquement, donc c'est celle sur laquelle on a plus de connaissances, où les flux sont déjà en partie en présence, où on a de la donnée qui est digitale, qui est plus proche du domaine client en général, donc en général plus facile à accéder à leverage dans le cloud. Donc en général, le domaine client est le premier qu'on va lancer. Et justement, un de nos enjeux, c'est aussi d'ouvrir les chakras aux gens et d'en faire se rendre compte qu'au-delà du domaine client, notamment les stocks, la supply, les produits, l'assortiment, ou les chaînes de production, l'économie d'énergie, etc., sont des cas d'usage à haute valeur ajoutée pour leur entreprise qui viennent complémenter ce premier domaine qu'en général on va traiter. Toi, Vincent, du coup, côté Braze, finalement, c'est le même chemin que vous prenez, c'est le même plan d'attention que vous partagez aux marketeurs? Oui, on va commencer par le client. Après, c'est vrai que l'inventory aussi est un bon cas d'usage en fait. Et là, on va pouvoir, par exemple, si je reprends notre collection native, dès lors qu'il y aurait un retour en stock qui serait détecté dans un domaine chez Google, automatiquement, ça déclencherait dans Braze un parcours automatique qui attribuerait, si je reprends le cas de la PS5, toutes les personnes qui l'ont dans leur wishlist seraient alertées sur leur canal optimal. Donc ça, Braze ensuite va s'occuper de cette partie-là. D'envoyer, je ne sais pas si Mike il est plus sur les emails, Johan est plus sur la partie web push par exemple, et toi Grégoire sur la partie push dans l'app mobile, Braze en temps réel va envoyer ce message-là. Du temps réel chez Braze, pas forcément le quart d'heure, on va plutôt parler en dessous de la minute, donc vous serez sûr de ne pas louper votre PS5. Bon, moi je suis plutôt catalogue papier, moi. Okay. Ça par contre, en temps réel. Catalogue papier en temps réel, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on peut y travailler. Un joke aside, une autre chose qui permet de prioriser en fait, le domaine client, enfin, en tout cas chez Google, beaucoup de nos clients sont aussi clients par exemple de notre suite Ads, de suite marketing, et on a des ponts transients qui permettent d'alimenter le data cloud directement à partir de ça. Donc c'est encore une corde de plus au bénéfice du domaine client pour quand on veut commencer. La donnée est souvent facile à activer ici. Donc du coup, Vincent, si on devait résumer les deux grands bénéfices pour le marketeur de brancher un Braze, un data cloud, ça serait? Je dirais d'abord le premier bénéfice, c'est la satisfaction du client en 1, et parce qu'il est sûr de ne pas louper des ventes comme ça. Et puis en 2, c'est surtout pour le marketeur, c'est lui réduire le stress. En fait, de se rusher pour faire une campagne parce qu'il y a un produit qui vient de revenir en stock et il faut les envoyer aux bonnes personnes. Là, c'est fait en automatique et qu'importe le produit, qu'importe l'audience, on va être en capacité en fait à ce que cette même et unique campagne qui soit, on va dire, ultra customisable, soit faite en automatique. Et donc, si, je sais pas moi, si quelqu'un est plus porté sur un grille-pain par exemple et qu'il y a un retour en stock sur le grille-pain, eh ben, on n'aura pas besoin de lancer cette campagne. Cette connexion va se faire automatiquement et donc on va s'occuper de recommander ce retour en stock de ce grille-pain aux bonnes personnes. Et ça fonctionnera de la même manière si c'est une PS5, on va le recommander aux bonnes personnes de la PS5, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour le marketeur, une campagne, il ne s'occupe pas de quand est-ce que le produit revient en stock, il ne s'occupe pas de savoir si le produit va délivrer au bon moment, ça part direct et tout le monde est content. Super. Mike, par rapport à Tiny Clues, en préparant ce panel, on avait discuté d'un client Tiny Clues qui est... Juste avant, peut-être je voulais revenir, tout à l'heure tu parlais de data, excuse-moi, de data, mais tu parlais de data cloud qui prenait le dessus. Moi je parle souvent à des clients qui me demandent, mais là je suis brainwashé par le marché sur le fait que j'ai besoin d'une CDP, je voulais peut-être juste, on a parlé des 3 éléments de la CDP, juste rajouter 2-3 observations sur qu'est-ce que je dis à ces clients quand ils se posent cette question et pourquoi je préconise le jump direct vers un data cloud. Donc on a parlé de data collections. Data collection, c'est le concept de collecter de la donnée de diverses sources. Pardon. J'ai perdu mes notes. Pardon, je suis sur marketing peut-être. Ouais, pardon. Donc en fait, ça résonne beaucoup pour moi parce que j'ai fait de la DNP pendant 10 ans. Il y a beaucoup de CDP vendors qui étaient anciennement des DNP. Et il y a 2-3 leçons qu'on a appris dans la vague des DNP qui valent le coup d'être partagées pour les gens qui sont en train de réfléchir à une CDP. La première, c'est que souvent on a dit bon, d'abord on va faire the knowledge of your customer. Donc, on va rassembler la donnée, on va la collecter de partout, on va la rationaliser partout. Et ce que tu disais sur le data domain, ça résonne vachement parce que tu es là. Commence par un use case, commence par un truc et ensuite rajoute des données de manière à être de plus en plus intelligent. Commence par un use case simple qui va t'apporter de la valeur. Ça, c'est hyper important. Dans le passé,
sur la vague des DMP, j'ai vu des gens qui ont passé 2 ans à implémenter un DMP, et puis après le GDPR est arrivé, le third party cookie est mort, et finalement tout ce qu'ils avaient fait comme travail pour collecter la donnée, ils l'ont jeté à la poubelle. Enfin, ils savaient qu'ils allaient le jeter à la poubelle dans 2 ans. Donc, trouvons des use cases, trouvons des use cases qui apportent de la valeur immédiatement. Sur la deuxième brique, qui est Identity Resolution, c'est un peu la même chose. Finalement, pour beaucoup, en particulier dans le Data Domain Clients, finalement, j'ai une fiche client, j'ai son email. Déjà, si j'arrive à construire une feuille note de mon client sur son email ou sur son téléphone ou sur une information très liée à cet utilisateur, ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, Identity Resolution, finalement, c'est rien d'autre que 4 ou 5 algorithmes que je peux appliquer sur les données d'une CDP, qui sont packagés dans une CDP, mais qui sont souvent des algorithmes qui sortent de la science, qui sont assez simples. Le plus simple, c'est on a le même email. Et ensuite, il y en a des un petit peu plus compliqués. J'ai un first name, un prénom où il n'y a qu'une lettre qui a changé, par exemple. Et donc, en vrai, est-ce que c'est la même probabilité que ce soit la bonne personne? À chaque fois qu'on va aller plus loin dans ces algorithmes, on va se rendre compte qu'on perd en précision. Et il y a des use cases, je pense au use case marketing particulier, où on ne veut pas se permettre d'envoyer un email en pensant qu'on parle à telle personne à 80% de chance. On ne peut pas se permettre de faire ça. On est obligé d'être sûr à 100%. Et donc en vrai, dans tout ce qui est Identity Resolution, déjà, si on faisait les choses simples, on aurait gagné 80% de la valeur, et ensuite on peut considérer que ça pourrait apporter de la valeur en plus pour enrichir les données en fonction de ce que j'ai fait en mode anonyme avant d'être logué sur mon site web. Mais c'est du gravy, du bonus, voilà. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Et sur le troisième point, juste parce que tu parlais tout à l'heure des connecteurs Google, donc un CDP, ça va être vendu sur je sais pas, 135 connecteurs, 250 connecteurs. En vrai, quand on parle à des marketeurs, on travaille avec une dizaine de solutions. Donc la vraie question, c'est est-ce que ces 10 solutions ou ces 5 solutions, en général, des fois c'est 2-3, elles sont déjà intégrées avec la solution que vous voulez regarder. Et en réalité, la plupart de ces connecteurs, c'est rien d'autre que j'ai lâché le fichier quelque part dans un bucket GCS, ou parfois sur des systèmes un petit peu plus vieux pour des marketing cloud qui ne sont pas Braze, qui n'ont pas d'API. Mais c'est rien d'autre que ça. Donc en vrai, c'est un faux problème le nombre de connexions. La vraie question c'est quoi les 5 avec lesquels je travaille? Est-ce que sur cela je peux déjà travailler? Voilà. C'était mes 3 leçons du DMP dans le monde du CDP. Petit 1, focuser sur de la value tout de suite plutôt que de dire je fais la fiche client parfaite et ensuite j'activerai parce que qui sait comment le monde sera dans 2 ans. Petit 2, Identity Resolution. En vrai, on l'a déjà, c'est dans notre donnée, il faut déjà l'appliquer. Et ensuite, tout ce qui est algorithme au-dessus, ils sont packagés dans une CDP, mais déjà faisons la base. Et troisième chose, connectons aux 4 systèmes dont on a besoin et on aura déjà en fait une CDP. Et en réalité, nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte chez nos clients qui utilisaient un data cloud, c'est que ça a diminué beaucoup la valeur d'acheter une CDP en addition d'un data cloud et qu'il valait mieux pour eux sur le long terme investir sur créer des data domains dans leur data cloud parce que ça allait leur donner les mêmes bénéfices, voire même des plus gros bénéfices. On va y venir du coup sur ce use case. Pardon pour cette digression. Non, c'est super intéressant. Et du coup, l'idée c'était de pouvoir peut-être creuser un peu comment ça fonctionnait avec TinyCluse et du coup prendre peut-être un exemple d'un client dans la vente événementielle et de se dire à quoi ça sert d'avoir un TinyCluse on top d'un data cloud. Ok, donc un leader de la vente événementielle Flash, grosso modo, le plan marketing classique, c'est donc la donnée CRM est très importante, mais grosso modo comment ça se passe? J'ai des produits, j'essaie de les vendre en mode Flash. Le matin, j'envoie un email en mode batch and blast, en français dans le texte full base. Et l'après-midi, je vais regarder d'abord les produits où j'ai du stock, ceux où j'ai de la marge, et je vais essayer de faire une offre de réengagement. Donc, sur quel signal je vais pouvoir faire ça? Avant TinyCluse, on faisait ça sur ce qu'on appelle les intentionnistes, des gens qui ont ouvert l'email, le premier email, qui ont cliqué sur une page, qui ont visité le site. Donc, un signal explicite de l'utilisateur. Quand
ce leader de la vente flash, travaille avec nous. Il va nous fournir toutes ces tables d'achat historiques et nous, on va aller trouver les signaux latents, finalement des lookalikes d'utilisateurs qui ont acheté ça et du coup leur permettre de cibler ces utilisateurs, donc des gens qui n'ont pas exprimé d'intention d'achat mais qui sont quand même super, qui ont une haute probabilité d'acheter ce produit-là. Pas que le domaine d'achat, du coup, également le catalogue produit, les logs de campagne marketing, etc. Alors, évidemment, ensuite, la donnée la plus importante dans ce qu'on travaille, c'est la donnée purchase. Pour pouvoir faire des bons lookalikes, on va rajouter des données. C'est là où la notion de data domain est hyper intéressante. C'est que je vais rajouter le catalogue produit, parce que ça va me permettre de faire des similarités entre les topics. Et nous, on a une solution d'intelligence artificielle. Donc, le plus je vais avoir de signaux faibles, des tiny clues, le plus je vais laisser l'algorithme trouver des choses qui vont permettre d'améliorer l'algorithme. Les attributs du catalogue produit en sont un, les signaux d'interaction évidemment sur l'email, sur le web, sur le mobile, sont d'autres signaux qu'on utilise. Et justement, on avait discuté de ce client, en fait, c'est un client historique qui était sur un setup TinyClues avec des partages de fichiers à plat via SFTP et qui a décidé, via notre migration sur GCP, de casser son setup historique pour passer sur un setup GCP. Est-ce que tu veux... Ouais. Alors il y a plusieurs drivers à ça. Le premier, c'est que finalement, on avait setupé ces flux il y a très très longtemps. Et une partie des gens qui étaient dans l'équipe qui les avait setupés n'étaient plus là. Et donc commençaient à poser des questions sur mais pourquoi on vous envoie ça, etc. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, ces data pipelines, ils ont tendance à se péter de temps en temps. Donc, on est obligé de relancer le client, lui dire attention, là, la donnée là, un truc, renvoie-moi un fichier de rattrapage. Enfin, c'est assez time consuming. Avec un data cloud, j'en ai discuté tout à l'heure, finalement, la donnée, elle est dans l'instance, en l'occurrence, dans l'instance BigQuery de ce client. Finalement, il va me mettre à disposition une vue sur ces données. Donc, il va dire je veux donner accès à ces données à la colonne A, la colonne B, la colonne F hachée à TinyClues et pas à la colonne je sais pas, E et Z. Et donc la donnée ne va pas se déplacer. Et donc ça a de la valeur, non seulement ça rend le truc plus simple, mais ça rend la compliance GDPR, qui est un gros sujet en Europe, RGPD, beaucoup plus simple, puisque tout d'un coup, je n'ai pas besoin d'aller faire une demande à un data processor, d'aller enlever la donnée quand il se passe quelque chose. Je l'enlève et puis. Et en termes de temps, ça met combien de temps? Le setup? Ouais. Alors ça, c'était game changing pour nous. Donc un setup avant ça prenait en moyenne 40 jours. Alors j'ai parlé tout à l'heure du temps, des différentes étapes. Il y a d'abord, on se met d'accord sur qu'est-ce que j'ai besoin que tu m'envoies, envoie-moi un petit fichier, je regarde la donnée, est-ce que j'ai les bonnes colonnes, est-ce qu'elles sont bien... Voilà. Et le temps, tout le temps qui se passe entre j'ai demandé et le temps où j'ai reçu le fichier, c'est ça le temps qui est vraiment, le temps effectif, il est beaucoup plus court. Donc 40 jours au total. On a refait le setup de leader de la vente en Europe en, je pense, 2-3 jours. C'est tout. Parce qu'on avait enlevé toutes ces frictions dans le process. Et voilà. On en a fait d'autres depuis. Non mais clairement, on a vu beaucoup ça, les gens qui envoyaient des fichiers comme ça, qui étaient plus ou moins avec des flux qui étaient plus ou moins contrôlés, sur des FTP distants pour aller donner de la donnée à un partenaire pour qu'il puisse faire la segmentation, etc. Si à la place j'ouvre l'accès à ma donnée et que le partenaire peut venir piocher dedans, le flux est gigantesquement plus rapide, maîtrisé, contrôlé, sécurisé. Et même nous chez Google, on est en train de faire des choses à ce niveau-là pour que si je donne l'accès à ma table à différentes personnes, en fonction de qui ces personnes sont, puissent voir la donnée en clair, pas en clair, anonymisée, sécurisée, sans dupliquer la donnée, sans faire des flux complexes de sécurisation. Par rapport à la GDPR aussi, on peut maintenant juste ouvrir l'accès à ma donnée. En fonction de l'identité, la personne verra telle ou telle colonne, en clair ou pas en clair, et on pourra travailler sans dupliquer, sans faire de flux complexes qui prennent en effet des semaines pour finalement pas grand-chose. Single source of truth. Et pareil, je voulais juste compléter une fois que du coup, quand les données sont partagées et que l'audience a été créée dans TinyClues, après TinyClues, comme il y a des connexions aussi qui sont directement faites automatiquement avec Braze, on récupère les informations dans Braze et puis on adresse le message comme ça aux bonnes personnes. Et suivant l'urgence du message, on peut se définir où on l'envoie tout de suite.
Ou alors on va décider quand est-ce que Mike ouvre ses emails, quand est-ce que Joanne ouvre ses web push, quand est-ce que pardon, ou quand est-ce que Grégoire engage avec ses push sur son mobile pour envoyer justement le message au moment le plus optimal. Et tout ça, ça se fait nativement parce qu'il y a des connexions qui sont faites dans les différents outils. On arrive au bout du temps imparti. Je pense que l'idée, c'était vraiment de vous présenter, avec ces différentes interventions, en fait, l'intérêt et l'importance en fait, d'avoir un écosystème de données ouvert et scalable pour pouvoir justement être en mesure de brancher des solutions best of breed comme Braze ou TinyTools et en fait construire son architecture en fonction de vos préoccupations métiers. Parce que les préoccupations de perplexité, c'est pas la même que Samsung ou une maison du monde, et ça c'est hyper important. Et ça c'est quelque chose qu'on observe ces dernières années et qui est hyper excitant. On a un petit peu de temps pour les questions-réponses, et après l'idée c'est d'avoir un petit moment de networking sur la terrasse ou autour d'un verre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le sujet de Braze. Quand on est full Adobe Campaign, par exemple, vous avez la possibilité de... Et on a Papermate en push, et Adobe Campaign en email. Okay. C'est super intéressant parce que du coup, nous, effectivement, Samsung, nous, on a des problèmes de stock et des fois, on fait des full bases. Voilà, c'est tout ce que vous avez expliqué, nous, on le vit. Et c'est vrai que c'est super intéressant, mais techniquement, un peu comment la réalité de Braze, d'ailleurs, un peu, on parlait de connecteurs, mais du coup, Braze, c'est quoi la capacité en fait? Remplacer un Adobe Campaign, c'est souvent ce que les clients font quand ils passent chez Braze. On peut travailler à côté aussi. C'est pas possible. Travailler à côté non plus? Non. Dans le sens où des emails pourraient passer pourraient être déclenchés, enfin des emails ou des push ou des web push pourraient être, globalement je ne vais pas lister tous les canaux parce que c'est pas le but de faire une liste à l'après-vert, mais globalement l'idée, on pourrait travailler, par contre on n'orchestrera pas les messages à se déclencher dans un Adobe Campaign, parce que c'est fondamentalement sur le temps réel, c'est pas forcément ce qui va être efficace, mais travailler à côté dans les grands groupes, c'est plus du travail à côté qui pourrait se faire aussi pour des campagnes un peu plus transactionnelles. Mettre à dispo des fichiers, une liste de personnes après à déclencher pour email. Sur Adobe Campaign ou sur Braze? Braze fournit une liste de personnes sur lesquelles... C'est pas vraiment ce qu'on va faire, c'est pas vraiment la philosophie, parce qu'après on perd toutes les informations qui sont sur l'engagement client, en fait, comment le client a réagi, quelle action je prends en temps réel par rapport à cette action-là. On va perdre de la donnée et on ne sera pas fondamentalement efficace, je pense. Mais ça peut... Et vous avez Samsung US comme client? Je ne connais pas tout le portfolio de mes clients, il faudrait que je me pose la question. Ça va être intéressant d'échanger là-dessus. Carrément. Samsung US pour voir ce que... Ouais. Moi, j'ai une question pour Braze, surtout pour les intégrations avec les applications. Nous, chez Alma, on a une application iOS et Android, et votre intégration, c'est SDK ou c'est une intégration native? Ça va être du SDK, donc on va pouvoir mettre notre SDK sur votre application. Il est sur plus de 2000 applications et en tout, il doit être sur plus de 3 milliards de devices en tout, le SDK en ce moment. Donc je suis quasiment sûr qu'il y a le SDK dans votre téléphone. Après, il y a une grande probabilité sur au moins une des applications. Mais globalement, on a un SDK, c'est une manière d'ingérer de la donnée et aussi d'engager le client. On peut aussi le faire via API ou via les connecteurs qu'on m'a expliqué tout à l'heure. D'accord. Comment vous réagissez aux dernières mises à jour, par exemple, concernant la data collection, ou s'il y a une mise à jour qui peut casser la SDK, votre réaction est rapide? On les prend en avance, c'est-à-dire que les mises à jour qui vont être envoyées, par exemple, proactivement, on est déjà en train de développer ce qui va se passer sur iOS 16. Là. Okay. Quand iOS 15 est sorti avec les nouvelles fonctionnalités, elles étaient déjà prêtes avant que iOS 15 se fasse. Donc au moment où iOS 15 a été release, on avait toutes ces notions d'envoyer des push notifications avec certains degrés de priorité suivant le mode du téléphone. Ces choses-là, c'est des choses qu'on développe en amont. Et entre la conférence d'Apple qu'il y a eu là et la sortie de la release, on a une armada d'ingénieurs qui sont en train de se préparer pour que justement ça ne casse pas l'expérience client et qu'on puisse utiliser les dernières fonctionnalités, parce que c'est pas tout de dire qu'on fait un push ou un message. Derrière, il faut être sûr qu'on puisse utiliser tous les features qui sont disponibles sur chacune des plateformes. Et c'est là où on va travailler activement pour que ce soit prêt au moment de
de la remise et du lancer. Et en termes de channels, vous avez in-app, push et email. Alors, je vais essayer de faire toute la liste. On a du push, du web push, de l'in-app message, de l'email, du SMS, du webhook. Et on a une fonctionnalité qui s'appelle du content card, qui est un contenu qui va se mettre nativement dans votre app ou dans votre site web. Je pense que je n'ai pas listé, je n'ai pas oublié grand-chose. Sinon, je vais faire taper sur les doigts. Petite question pour qui. La première, donc, quand on parle d'identité et résolution, je comprends que vous croisez des données de plusieurs fichiers disparates entre eux. Et ça, normalement, il y a des contraintes RGPD, on ne peut pas retrouver l'identité d'une personne comme on veut, quand on veut. Oui, alors, nous, on travaille sur, sur des transactions d'achat, donc on a peu ce problème. Les vendeurs de CDP, effectivement, ils ont à s'adapter à ce genre de choses. En revanche, quand on est dans les algorithmes, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fournir des algorithmes et ils vont vous laisser la responsabilité de décider ce que vous voulez l'appliquer ou pas. Et c'est bien pour ça que je dis qu'en fait, la valeur, quand j'achète un CDP, et mon client me dira, mais j'achète parce qu'ils font de l'identity resolution, je dis, regarde bien ce que tu achètes, parce que ça se trouve, tu ne vas pas utiliser les algorithmes qui sont dedans, tu vas juste utiliser le fait que tu as un lien sur l'email. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de cet algorithme, tu le fais déjà. Et juste peut-être une clarification, c'est que Tanicluse n'est pas une CDP. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de l'identity resolution, on récupère la donnée de nos clients, et l'identity resolution a été faite en amont. En amont, d'accord. Alors, la deuxième question, vous récupérez des données clients, souvent sous forme de table, mais vous agglomérez des signaux faibles pour enrichir vos modèles, et vous allez chercher les autres données ailleurs que sur les tables données par vos clients, ou c'est toujours dans les tables données par vos clients? Non, donc nous, on a une société qui fait de l'intelligence artificielle, mais privacy by design, c'est-à-dire que chaque domaine client, chaque client est complètement structurellement séparé des autres clients. Donc le modèle va apprendre des données de ce client et le modèle du client B va apprendre des données du client B. Il n'y a pas de cross-pollinarisation du tout. C'est structurellement impossible. Et en fait, là, généralement, on reçoit des identifiants qui sont anonymisés, donc on ne serait même pas en mesure de pouvoir reconnaître Mike chez Fnac et Mike chez Samsung. On aurait pu faire une recherche par ailleurs sur les réseaux sociaux en plus de... Mais on le fait pas. Ma question est un petit peu plus technique, je pense, pour Google Cloud. Du coup, pour le cas d'usage marketing concernant la data mesh, selon vous, quels sont les critères d'arbitrage sur la séparation des domaines et au sein d'une architecture? Par exemple, si je dis que j'ai un domaine utilisateur, est-ce que j'inclus dedans seulement les analytiques avec ce qui a été acheté comme produit, voilà, les médias aussi, etc., etc. Et quelle est la granularité en fait nécessaire pour pouvoir justement exploiter tout ça? Découper les domaines déjà. Ouais, c'est ça. Quand on va lancer dans cette aventure-là, la première question c'est bon, je vais faire des domaines. C'est quoi mes domaines en fait? Et la première erreur que beaucoup font, c'est de repartir, comme l'exemple a été donné, de repartir du business finalement. Mon entreprise elle a déjà des domaines avec des directions, d'accord, qui sont par business. Quand on veut créer ces plateformes-là, ces nouvelles organisations-là, on va plutôt repartir de la donnée. Ce n'est pas des business domaines, c'est vraiment des data domaines. Juste, du coup, le pro-tip pour commencer à créer ces domaines-là, c'est de repartir des sources finalement. Tout l'enjeu de ces approches domaines, c'est que les gens qui manipulent la donnée sont les gens qui connaissent cette donnée-là, d'accord. Et donc, que ce soit au sein d'un domaine, les gens qui génèrent leurs données, c'est autour d'eux qu'on veut cristalliser les domaines. Et donc, c'est au niveau des sources. Donc, en général, on commence par les sources de données pour créer les domaines et qu'on va ensuite rassembler au niveau macro dans des gros domaines. Je prends l'exemple qui a été donné là. Un client, il peut être présent à différents endroits à travers différents systèmes. D'accord, on va créer des sous-domaines par rapport à ces différents systèmes-là, parce que ça peut être des people différents. Donc, encore une fois, cette organisation, elle doit faire autour des people, d'accord, qui connaissent ces données et qui ont la connaissance. Et donc, on va créer des sous-domaines et qu'ensuite, on va rassembler au sein du domaine client. Mais c'est vraiment de partir des sources et d'ensuite, à la fin, chercher à rationaliser ça sur des macro-domaines qui font du sens pour l'entreprise. Donc pour la première question, comment prioriser et comment commencer? En général, repartir des sources, c'est d'être un peu contre-productif, enfin contre-intuitif en tout cas, mais c'est plutôt productif. Ça répond entièrement à la question. Juste l'exemple particulier que je viens de donner, ça serait l'idée d'avoir un data product qui est issu du média, un data product de l'analytics, un data product du shop, du business, etc. et qui sont rassemblés dans un seul domaine mère parent qui contiendra en fait les données user set. Voilà, dans ce cas-là, c'est vraiment des équipes différentes qui vont gérer la donnée digitale, par exemple de la donnée offline, donc ils vont avoir des domaines différents
Mais vu que c'est toute la donnée client à destination par exemple du marketing, ce sera dans le domaine client à la fin du dîner. Et on peut faire pareil par exemple pour le stock. Les stocks, il peut venir du SAP, de l'ERP, il peut venir aussi de mon order système qui est lié à partir de mon e-commerce sur un système différent. Ça va être 2 sous-domaines qu'on va ensuite rassembler dans le domaine supply. Et du coup, après, ces domaines-là, c'est partageable facilement à Tiny. Ah ouais, on est en vue partager avec eux déjà. Et du coup, ces domaines sont déjà adaptés pour ces vues-là. L'idée, c'est justement, en effet, Tiny va pouvoir se sourcer des différentes données qui viennent d'autres domaines pour venir affiner. C'est tout l'enjeu. Et donc, si elles sont déjà séparées en domaines avec un ownership clé, une qualité qui est accrue, vu que c'est les gens qui construisent ces données-là qui l'exposent, donc on va pouvoir plus facilement exposer ces nouvelles vues directement. Si c'est sur GCP, en plus, ce sera d'autant plus natif par rapport à TinyClose, pour juste leur exposer domaine A, domaine B, domaine C avec une meilleure qualité et un flux qui est plus rapide. C'est un travail en amont chez nous et puis après à partir. Okay. Ouais. Même si on a déjà fait le travail de partage de données. Bah, en tout cas, voilà, vous l'avez déjà fait tactiquement parce que vous avez ces cas d'usage-là. Dans une réflexion d'entreprise de se mettre en mode data domaine, en effet, il y a le travail amont et ensuite TinyClose se raccroche tout à fait à ça. Dernière question peut-être? Merci beaucoup. Une question pour Braze et TinyClose. Traditionnellement, vous êtes des outils plutôt utilisés par les équipes CRM. Est-ce que vous constatez, vous observez que les équipes médias font de plus en plus appel aux audiences créées par vos outils? Donc, est-ce que vous avez vocation à terme à venir nourrir des campagnes display, à venir nourrir des campagnes sociales, et plus juste être un outil à disposition principalement des équipes CRM? Je vais prendre le démarrage de la question. Nous, oui, on le voit généralement, c'est lorsqu'il y a des campagnes de pub, par exemple sur des Google Ads, des Facebook, etc., et qu'il y a eu une certaine interaction, on peut se dire si la personne a été, on va dire, a réagi exceptionnellement bien, on va la mettre dans des audiences lookalike. Au contraire, si dans une campagne post-achat et on se rend compte qu'il y a une insatisfaction, dans ces cas-là, on va vouloir la retirer, donc les mettre dans des audiences repoussoires sur le Google, sur le Facebook, suite à une interaction justement de la personne sur différentes campagnes de satisfaction. Donc c'est quelque chose qu'on voit oui, de plus en plus, et c'est d'ailleurs 2 canaux aussi que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est qu'on a cette possibilité justement aussi d'adresser les clients et de faire passer des messages sur d'autres canaux type Facebook, type Google. Vas-y. Donc du côté d'TinyClose, on a vu depuis quelques mois une résurgence des use cases médias, y compris chez des clients dans la salle. Pourquoi? D'abord, il y a eu, dans le média, il y a toute la vague des third-party data qui arrive vraiment. On voit le bout du truc, on dit bon, ben, il va bien falloir que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où les équipes CRM ont une carte unique à jouer, puisqu'elles connaissent la donnée de leurs clients, c'est de la donnée qui leur appartient, la first party data, et être capable de prendre cette donnée et de l'utiliser dans des use cases médias, c'est une réponse à la fois à la mort du third party data et ça renforce l'importance de l'équipe CRM dans les use cases médias. Donc on le voit de plus en plus, on a plein de demandes de nouveaux connecteurs sur les plateformes médias, alors qu'Itéo, ça fait quelques années qu'on a un connecteur, mais on a plein d'autres demandes sur d'autres channels. Grosso modo, les use cases, c'est de dire, finalement, moi je sais la propensity d'acheter tel bien de manière hyper fine. J'ai besoin finalement de trouver des utilisateurs tels que ceux-là, hors ma base, hors CRM. Si j'arrive à fournir une audience seed, ça s'appelle une audience seed, à ces plateformes-là, elles vont utiliser leur graphe de connaissances hors first party data pour trouver des gens qui ont une forte appétence comme ça. Et donc du coup, on nourrit finalement des use cases qui sont, je nourris les algorithmes de lookalike, de plateformes de médias, des acheteurs 30 jours. Finalement, je vais leur dire, non, moi je vais te donner les acheteurs de tel produit ou de telle marque ou de telle catégorie. Et du coup, la prédiction sera beaucoup plus élevée. Alors, quand on sait qu'on paye un channel média, on a toujours envie d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, à la fois un renforcement des équipes CRM dans ces use cases médias, parce que la trend de l'industrie le fait, et aussi des use cases qui apportent beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de ROI. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, les use cases, il y a à la fois le côté seed, et l'alternative au seed, c'est de se dire, je vais uploader soit tous mes acheteurs, et là, du coup, la finesse du graphe Facebook ou Google Customer Match, en fait,
ne sera pas suffisamment adapté pour se dire si l'objectif c'est de faire une campagne sur les frigos, c'est pas adapté. Et uploader uniquement les anciens acheteurs frigos, généralement les cibles sont trop petites pour avoir une construction d'audience en acquisition qui soit satisfaisante. Donc utiliser TinyCloud est relativement nouveau, mais il y a pas mal de traction. Et après c'est également de pouvoir retaper des clients qu'on a animés sur de l'email, sur du push, etc. avec une campagne en display. Dernière question. Apéro. Je sais pas. Et ben, je pense que le bar est ouvert. Et merci beaucoup d'être venu.